Bien, nous pouvons donc reprendre. Donc, dans ce premier exposé qui vise à situer le cadre dans lequel je placerai les études de cas et qui est un cadre, comme l'indiquait le titre du cours, où la matérialité du texte est la donnée fondamentale, et pour poursuivre cet exemple particulier qui est celui de la ponctuation, j'en viens donc à cette observation selon laquelle différentes traditions critiques, intellectuelles, scientifiques, ont désigné de manière différente les responsables ou ceux à qui doivent être imputées les ponctuations des textes anciens tels qu'on peut les rencontrer dans les éditions lorsque nous les consultons. Alors, comme je le disais, la première tradition, celle déjà évoquée, celle de la New Bibliography, de la bibliographie matérielle, attribue aux compositeurs, aux ouvriers typographes dans les ateliers, les choix graphiques et choix orthographiques. Pourquoi ? Parce que on sait qu'évidemment chaque typographe, chaque compositeur avait des préférences ou des habitudes dans la manière d'orthographier les mots ou de marquer la ponctuation. Et du coup, de repérer dans un livre imprimé la récurrence régulière des mêmes graphies ou des mêmes usages des signes de ponctuation dans différents cahiers qui composent le livre a été transformé en un instrument puissant pour attribuer la composition de tel ou tel cahier ou feuillet à tel ou tel compositeur, et en même temps, donc, du coup, de reconstituer le processus de fabrication du livre à l'intérieur de l'atelier. Et en particulier avec cette question fondamentale qui est de savoir si dans les ateliers anciens, on compose majoritairement à partir de l'ordre du texte, ce qui s'appelle une composition seriatim, mais qui a un inconvénient puisque on ne peut composer, on ne peut commencer à imprimer les feuilles qu'à partir du moment où on a composé la dernière page du cahier, ou bien est-ce qu'on composait par forme, c'est-à-dire en composant, en imprimant au fur et à mesure que les pages qui doivent être imprimées sur le même côté d'une feuille d'imprimerie ont été composées, mais ce qui évidemment implique de ne pas respecter l'ordre du texte. Alors ces deux modes de composition, ainsi que d'autres éléments quant au processus de composition dans l'atelier, peuvent être restitués si on est capable, à travers les analyses de la récurrence, de la répétition à intervalles des mêmes choix graphiques ou des mêmes choix de ponctuation, d'identifier cette pluralité de mains qui interviennent dans la composition du livre. Du coup, on voit que dans ce cadre-là, la ponctuation est considérée comme les variations graphiques ou orthographiques, non pas comme le résultat de la volonté des auteurs, mais comme ses préférences, habitudes et parfois obligations des compositeurs. Sans entrer dans des détails trop techniques, évidemment, la composition par forme, c'est-à-dire où vous avez, si vous êtes dans un livre in quarto, vous avez un cahier qui est composé de 4 feuillets et donc de 8 pages, et on voit évidemment tout à fait clairement qu'il y a d'un côté les 4, 5, 6, 3, 4, 5 et 6, et de l'autre côté 1, 2, 7 et 8. Et donc, du coup, il faut prévoir dans le calibrage du manuscrit quelle quantité de texte va correspondre à telle ou telle page imprimée. Et c'est ce que l'on appelle le calibrage ou le casting off copy en anglais. Et c'est une opération qui peut être faite soit par un correcteur, mais plus souvent par les compositeurs, qui repèrent dans le manuscrit qu'ils utilisent comme copie les quantités de texte qui vont correspondre à telle ou telle page. Et si le calibrage a été bien fait,
évidemment, on peut mettre en œuvre une composition par forme qui permet de pouvoir commencer à imprimer avant même que l'on ait composé la totalité des pages qui correspondent aux deux côtés de cette feuille, puisque là, on peut commencer par imprimer les pages 2, 3, 4 et 5 avant d'avoir composé la page 8, puisqu'elles seront ces pages du même côté de la feuille dans la même forme. Mais si le calibrage a été mal fait, et Paredes a une très jolie formule parce qu'il dit ce ne sont pas des anges qui font le calibrage, non son ángeles los que cuentan, parce qu'en espagnol le mot c'est cuenta, qui est l'équivalent de casting off, copy et de calibrage. Évidemment, la composition des dernières pages d'un même cahier, par exemple la page 1, qui est en général la première du cahier, mais la dernière à être composée lorsqu'on compose par forme, devient un problème, puisque le compositeur doit absolument utiliser une page pour ce qui reste de texte, parfois trop, et donc du coup est amené à tout un ensemble de contractions, d'utiliser des abréviations, de supprimer les règles de la mise en page du texte, de façon à faire tenir dans cette page ce qui reste du texte du cahier. Et comme je le disais, paradoxalement, c'est souvent la première page du cahier qui est donc composée en dernier dans cette mode de composition du texte. Ou bien l'inverse, c'est-à-dire que le calibrage a été mal fait, mais là, c'est l'espace qui est excessif par rapport au texte à mettre dans la page. Et donc, du coup, le dit Paredes, les compositeurs emploient, pour régler ces questions, des procédés laids, feos, et qui ne sont pas permis. C'est-à-dire, dans le premier cas, de supprimer des lignes du texte, dans le deuxième cas, d'ajouter des lignes au texte. Et donc, ils peuvent jouer évidemment sur les espaces blancs qui sont économisés ou élargis. Ils peuvent jouer sur des caractères, et l'on voit parfois dans des éditions anciennes que brutalement on change le module du caractère, mais c'est pour cette raison. Ou ils peuvent, et c'est là où on voit comment le textuel et le matériel ne sont pas séparables, ils peuvent intervenir sur le texte avec ces procédés feos, laids, c'est-à-dire de se substituer en quelque sorte à l'auteur en enlevant certaines lignes du texte ou bien en composant de façon à ce que la composition soit plus élégante et que la page soit plus ou moins remplie. On voit donc qu'il y a une marge de décision très grande laissée aux compositeurs dans l'imprimerie et que la ponctuation peut entrer aussi dans cette possibilité, d'abord dans la composition même, mais même aussi pour jouer lorsqu'il y a une difficulté liée à un calibrage mal fait dans une composition par forme. Et de là, les analyses que l'on appelle compositor studies et qui repèrent pour un ouvrage donné les récurrences des mêmes formes graphiques ou de ponctuation, les attribuant à des compositeurs qui restent des entités abstraites en l'absence de toute archive. Et si vous lisez les textes de cette perspective analytique, vous rencontrez des compositeurs A, B, C, D, mais qui n'ont pas de chair ou d'os parce qu'ils n'ont pas d'identité. Il n'y a pas d'archive qui permet de les identifier comme tels, sauf cas exceptionnels, mais surtout du XVIIIe siècle, par exemple, dans la Société typographique de Neuchâtel, utilisée si souvent et étudiée si souvent par Robert Darnton, où toutes les archives de l'entreprise étant conservées, on peut donner un nom, une identité à ces compositeurs parce que l'on sait qui a composé telle feuille et tel cahier. Pour le XVIIe, XVIe siècle, c'est impossible. Et donc, ce sont des compositeurs d'abstraction à qui sont distribués les différents cahiers ou feuilles d'un même livre. Non, première perspective, une perspective qui ne sort pas de l'atelier, qui est entièrement située dans ce travail de la composition. La deuxième perspective, philologique, est celle qui attribue un rôle décisif au correcteur. On dirait maintenant en anglais copy editor, celui qui, recevant un manuscrit de l'œuvre, quel qu'il soit, le prépare pour le donner au
compositeurs qui vont en composer les différentes cahiers ou pages. Et donc, on voit bien qu'il a toujours là un travail qui relève du processus de la production typographique, mais qui évidemment met en jeu des acteurs qui sont de nature différente des ouvriers de l'imprimerie, puisque ces correcteurs, étudiés méticuleusement par Anthony Grafton, sont en général des lettrés, des savants, des clercs, des gradués de l'université, des maîtres d'école qui sont employés aussi par les imprimeurs pour préparer la copie. Et ils sont donc chargés de cette régularisation des graphies, de cette distribution des signes de ponctuation. Parfois aussi, ils sont chargés de la correction des épreuves, ce qui peut être distingué entre copy editor et proofreader, mais souvent le correcteur de l'ancienne typographie joue les deux rôles, et cela se lie à un argument évidemment de vente des ouvrages, qui est d'insister, en particulier dans leur page de titre ou dans leur préliminaire, sur la correction de l'édition. Paolo Trovato, un collègue italien, a suivi cette mention qu'on trouve sur de très nombreuses pages de titre d'édition ou de réédition de textes dans l'Italie des XVIe, XVIIe siècles, con ogni diligenza corretto, corrigé avec beaucoup de soin. Et cet argument, vrai ou pas, indépendamment de la nature du texte, est un élément qui peut faire vendre une réédition par rapport à la première édition considérée comme moins soignée et moins précisément corrigée. Et il y a donc du coup le rôle de ces correcteurs employés par les imprimeries, au moins ceux qui ont les moyens de le faire, et pour des genres typographiques qui l'exigent, par exemple ici évidemment la littérature humaniste. Ces correcteurs interviennent, comme je le disais, à différents moments du processus d'édition. Ils interviennent avec la préparation du manuscrit, ils peuvent intervenir avec des corrections en cours de tirage, c'est-à-dire d'une part les corrections des épreuves qui ensuite sont reportées sur la totalité des exemplaires, mais aussi avec une pratique qui était très facile dans l'ancienne typographie, où on a une presse à bras, et donc du coup on peut arrêter le tirage quand on veut. Si après avoir imprimé un certain nombre de feuilles, pour une raison ou une autre, le texte doit être modifié, le correcteur peut intervenir sur la composition typographique pour demander au compositeur de transformer une ligne, une page, un mot, et une part de page ou une ligne ou un mot, et du coup de reprendre le tirage à la presse avec ce nouveau texte. Ce qui fait qu'il y a une conséquence très importante pour toute pratique d'édition de texte, ou même toute pratique de description des éditions. Il est tout à fait fréquent dans une édition, une seule édition, c'est-à-dire imprimée à partir des mêmes formes typographiques, de rencontrer des textes avec des variantes, dans la mesure où une partie des feuilles a été imprimée avec le premier texte et une autre partie des feuilles a été imprimée avec le texte corrigé au moment où l'on a arrêté le tirage. De là l'expression en anglais « stop press corrections ». Et ce qui fait qu'on peut théoriquement imaginer des éditions dans lesquelles tous les exemplaires seraient différents les uns des autres, pour des détails ou pour des traits très particuliers et précis, mais néanmoins, théoriquement, c'est important parce que c'est un des grands contrastes avec l'édition à partir du XIXe siècle. L'édition mécanisée du XIXe siècle fait que si vous achetez aujourd'hui un livre, mais même si vous le faisiez au XIXe siècle, les exemplaires sont identiques dans la même édition. Dans une édition ancienne, non. La possibilité de correction en cours de tirage permet cette variation, et la raison en est que le
papier étant la dépense fondamentale dans un budget d'une édition, 50-60%, aucun imprimeur ne veut détruire les feuilles qui ont été imprimées avec le texte avant sa correction en cours de tirage. Et donc, du coup, lorsque l'on va assembler les feuilles pour faire différents exemplaires du livre, on pourra trouver, avec des proportions variables et des assemblages différents, des feuilles non corrigées et des feuilles corrigées. Mais on voit encore là le rôle du correcteur, préparation de la copie, intervention, correction des épreuves et correction des formes typographiques. Enfin, les formes, c'est l'ensemble des pages qui doivent être imprimées du même côté d'une feuille d'imprimerie au cours du tirage. Et in fine, errata, c'est-à-dire le fait que ce qui reste d'erreur dans le texte doit être indiqué. Il y a plusieurs manières de le faire. Une classique, traditionnelle, qui reprenait ce que je disais quant à l'idée d'une main qui intervient dans le livre imprimé, c'était des corrections portées sur chaque exemplaire, ou bien des feuillets d'errata qui étaient introduits dans les exemplaires, ou bien, comme on le fait pour les livres modernes, des errata qui sont imprimés sur une page au début ou à la fin du livre. Mais là encore, responsabilité du correcteur. On voit que ces correcteurs interviennent dans plusieurs situations. On l'a vu avec Hornschur, qu'ils peuvent intervenir sur les manuscrits des auteurs contemporains qui sont remis à l'imprimerie pour impression. Ils peuvent intervenir, et c'est plutôt cette figure-là de correcteur humaniste qu'a étudié Anthony Grafton, pour l'établissement des textes classiques, grecs ou latins, et ils peuvent aussi intervenir dans certains cas sur des textes en langue vulgaire que non seulement ils préparent, comme je viens de l'indiquer, mais ou qu'ils peuvent aussi normaliser linguistiquement. Et c'est le cas des correcteurs étudiés par Paolo Trovato ou Brian Richardson dans l'Italie du XVIe siècle, qui s'emparant pour l'impression de manuscrits qui avaient transmis les œuvres de Dante, de Pétrarque et d'autres, les toscanisent, c'est-à-dire les unifient selon la norme linguistique qui s'est imposée et qui est le langage de Florence ou de la Toscane. On a donc une figure là essentielle pour la matérialité du texte. Les décisions à différents moments du processus de publication du correcteur. Ce qui laisse ouvert la question de ces correcteurs, qu'est-ce qu'ils corrigent? C'est-à-dire qu'ils peuvent corriger, comme on vient de le voir, les épreuves imprimées. Ils peuvent corriger la copie qui leur a été remise. Mais quelle est cette copie? Et là, on retrouve la question de Hornschur sur quelle est la copie que les auteurs transmettent à l'atelier typographique. S'agit-il de manuscrits autographes des auteurs ou s'agit-il de copies établies par des scribes, par des professionnels, des copistes professionnels? Et dans l'immense majorité des cas, et comme l'a bien montré le cas du siècle d'or espagnol, la copie qui est utilisée par le correcteur pour être préparée et ensuite remise au typographe est une copie de scribe, ce que l'on appelle en espagnol copia en limpio, la copie au propre. Et ce qui amène cette distinction introduite par Francisco Rico entre le manuscrit autographe de l'auteur, généralement totalement disparu pour nous, et qui serait comme un brouillon, le borrador, et d'autre part ce que dans la langue du siècle d'or on désignait comme original, l'original, mais qui n'a rien d'original puisqu'il s'agit de la copie au propre qui entre dans d'abord la censure et ensuite dans l'atelier typographique. On voit donc qu'il y a en amont des décisions ou des habitudes des compositeurs, en amont
des décisions et des pratiques des correcteurs, une première transformation du texte de l'auteur, qui est cette transformation impliquée par l'établissement d'une copie au propre, lisible, propre, transmise d'abord au censeur, à travers le mécanisme du Conseil du roi, et ensuite, une fois accepté par les censeurs, éventuellement avec les corrections qu'ils veulent ou désirent voir apportées au texte, est transmis à l'atelier typographique, au libraire éditeur et au maître imprimeur, puis au correcteur, puis au compositeur. Donc il y a une première intervention sur les manuscrits d'auteurs, et qui est cette intervention des copistes qui, eux, déjà imposent un certain nombre de normalisations, et en particulier de la ponctuation. Lorsqu'on compare, pour les auteurs anciens, pour prendre un exemple, Cervantes, les ponctuations autographes, pas dans les manuscrits de ses œuvres, qui sont tous disparus, mais dans les correspondances, on voit qu'elles sont beaucoup plus rares et beaucoup plus incohérentes que les ponctuations des imprimés, qui ont été sans doute le résultat du travail de tous ceux qui travaillent dans l'atelier, mais préalablement d'une première normalisation des copistes. Et on peut le prouver, puisque si dans le cas de Cervantes, ça n'est pas possible, dans de centaines d'autres cas, en Espagne, on a conservé la copie qui a été utilisée dans l'atelier typographique, les fameux originales. Et donc, du coup, on peut bien voir comment, sur cette copie, le copiste a normalisé, unifié la ponctuation. On voit une conséquence de cela, mais qui avait fait l'objet d'autres cours, c'est le fait que jusqu'au moment où, on va dire au XVIIIe siècle, naît une conscience des auteurs par rapport à leur œuvre et leur désir de conserver les traces du processus de création, c'est-à-dire de constituer pour eux-mêmes leur propre archive littéraire, ce qui apparaît avec Rousseau, avec Goethe, et qui va ouvrir la voie à ces auteurs du XIXe siècle qui ont constitué d'immenses archives littéraires de leur propre œuvre, comme Flaubert ou comme Zola. Avant ce moment où, dans une nouvelle définition de ce qu'est l'écriture littéraire, et qui suppose des catégories comme celle d'originalité de l'œuvre, de singularité de l'écriture, de propriété intellectuelle, ces concepts se liant les uns aux autres pour définir ce qu'est la littérature moderne, et donc du coup avec une conclusion qui est ce que Paul Bénichou appelait le sacre de l'écrivain, et cet écrivain qui, comme Napoléon, se sacre lui-même. Cette première traduction de cela, la première traduction de cela, c'est le fait de conserver toutes les traces du processus de la composition du texte, depuis les premières notes, les brouillons, les états successifs, jusqu'à l'édition imprimée. Et donc, avant ce moment historique, décisif, en général, ne sont, pour les œuvres qu'on qualifie rétrospectivement de littéraires, n'ont jamais été conservées, ni les manuscrits autographes. Il n'y en a aucun pour Shakespeare, Cervantes, Molière, Corneille, Racine, etc. Donc, aucun des manuscrits autographes, et, sauf en Espagne, pas plus les copies utilisées dans l'atelier typographique. Comme si finalement la copie au propre rendait inutile la conservation du manuscrit autographe, et comme si finalement l'édition imprimée rendait inutile la conservation de la copie d'imprimerie. Dans ce cas-là, pour des raisons d'ailleurs tout à fait matérielles, puisque, comme je le disais, le papier reste cher jusqu'au XVIIIe siècle, et donc du coup on réutilisait pour des cartonnages ou pour d'autres usages les manuscrits, copies d'imprimerie utilisés dans les ateliers. Mais donc on a affaire, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé en disant que la bibliographie matérielle, le plus souvent, ne peut utiliser que des états imprimés,
ce qui voulait dire non seulement parce qu'on n'a pas conservé les archives des ateliers d'imprimerie, mais aussi parce qu'on n'a conservé aucun, ou presque aucun, des manuscrits d'auteurs et des copies utilisées dans les ateliers. Et c'est à partir d'une nouvelle définition, d'une nouvelle configuration de ce qu'est l'acte d'écrire, en particulier d'écrire de la littérature, que la situation change et que l'on va pouvoir commencer à constituer ce qui aujourd'hui a pris la forme des archives littéraires et que l'on voit proliférer dans le monde et qui commence en général avec des documents, le plus souvent du XIXe siècle, qui pourraient commencer avec des auteurs comme Rousseau et Goethe, mais en aucune manière on peut même imaginer l'idée d'une archive littéraire de Shakespeare ou de Cervantes. Alors la seule exception, je termine sur ce point-là, étant l'Espagne, parce qu'en Espagne, la censure est rigoureuse, et donc il faut absolument vérifier, une fois qu'un livre a été imprimé, qu'il est strictement identique avec le manuscrit, en général une copie de scribe originale, copia in limpio, qui a été acceptée par la censure, et que rien n'a été introduit pendant le processus d'impression qui n'aurait pas été vu préalablement par les censeurs. Et donc, du coup, il faut qu'un officier du Conseil vérifie, normalement collationne, les pages du livre imprimé avec le texte qui a été approuvé par la censure. Et donc, du coup, pour cette raison, ont été conservés, en général à la Bibliothèque nationale à Madrid, des centaines de originales, de manuscrits d'imprimerie. Mais comme dans d'autres cas, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, cette même obligation n'était pas aussi forte. Là, ce sont des traces très limitées et réduites qui ont survécu, et donc du coup peu de copies d'imprimerie. Donc, compositeur, correcteur, retournons à l'auteur en pensant à Hohnschur. Est-ce que réellement leur rôle est totalement effacé par le processus de publication? Et vous voyez le sens du titre du cours, c'est-à-dire écrire et publier. Comme si finalement la publication pouvait parfois être une forme d'écriture qui se superpose, se substitue à l'écriture première qui était celle de l'écrivain. Quid de l'auteur? Dans le dictionnaire de Furtière en 1690, on peut aller à l'article ponctuation et on voit qu'il y a deux exemples d'emploi du terme. Premier exemple, ce correcteur d'imprimerie entend fort bien la ponctuation. Bon, rien que de normal, c'est-à-dire la ponctuation, c'est la tâche du correcteur qui établit la copie donnée au compositeur. Deuxième exemple, l'exactitude de cet auteur va jusque-là qu'il prend soin des points et des virgules. Donc, un étonnement va jusque-là, mais en même temps une réalité. Certains auteurs sont extrêmement soigneux par rapport aux points et aux virgules. Donc, si le premier exemple est banal, il attribue au compositeur ce qui lui est normalement, au correcteur ce qui lui est normalement attribué, le second renvoie à l'idée que certains auteurs peuvent être impliqués dans le contrôle de la ponctuation de leur texte. Si on prend un certain nombre d'exemples, le premier qui vient évidemment à l'esprit, c'est l'exemple de Ronsard, et ce n'est pas étonnant, puisque, comme je le disais tout à l'heure, Ronsard avait des vues très audacieuses sur la réforme des graphies et l'idée d'introduire des caractères nouveaux. Je retrouve là le texte que j'évoquais, qui est dans la préface sur la Franciade, qui est un autre texte que celui que j'ai cité. « Quant à notre écriture, elle est fort vicieuse et corrompue, écrivait Ronsard, et me semble qu'elle a grand besoin de réformation et de remettre en son premier honneur le cas
et le Z, faire des caractères nouveaux pour la double N, donc N avec tilde, à la mode des Espagnols, pour écrire Monseigneur, et une double L pour écrire orgueilleux, considéré comme on le fait en espagnol que la double L est un syntagme. Donc vous voyez une vision qui devait rendre inutile le C ou le Q. Mais revenons à la ponctuation. Dans le problème qui est posé aux auteurs, c'est que dans leur perception, la ponctuation qui est importante est non seulement la ponctuation qui a été réglée par les traités de l'imprimerie, les durées de pause, virgule, deux points, point final, mais ce serait d'imaginer une ponctuation d'intensité, c'est-à-dire une ponctuation qui n'est pas simplement de régler la durée de silence, mais qui serait de régler la hauteur de la voix. Et effectivement, il n'y a aucun système typographique qui permet cela. En quelque sorte, comme si on désirait introduire quelque chose des partitions musicales dans l'écriture de la prose, où l'écriture est l'impression de la prose ou de la poésie. Et donc, du coup, les auteurs qui sont intéressés, qui recherchent une seconde ponctuation, pas simplement la durée des pauses, mais celle de la hauteur, de l'intensité, de l'emphase des voix, sont amenés à donner des significations originales à des signes de ponctuation qui ont un autre sens. C'est le cas de Ronsard dans l'avis qu'il adresse à son lecteur dans le même texte, c'est-à-dire l'avis au lecteur de la Franciade. Il écrit « Je te supplierai seulement d'une chose, lecteur, de vouloir bien prononcer mes vers et accommoder ta voix à leur passion, et non comme quelques-uns les lisent, plutôt à la façon d'une missive ou de quelques lettres royaux, que d'un poème bien prononcé, et te supplie encore de rechef, où tu verras cette marque, et il introduit dans son texte un point d'exclamation, vouloir un peu élever ta voix pour donner grâce à ce que tu liras. Texte très intéressant, puisqu'on voit que non seulement, d'une part, il y a une communication orale qui est considérée comme normale pour missive, lettres royales, c'est-à-dire des lectures à haute voix qui sont des formes de publication, soit du document officiel, lettre royale, soit d'une lettre que l'on envoie à un correspondant, mais lu aussi à haute voix par ce correspondant et peut-être pour les destinataires pluriels qui sont dans la lettre, à qui la lettre est adressée, mais aussi ici la lecture à haute voix de la poésie, considérée comme sa forme normale de lecture, et qui, pour accommoder la voix à la passion, a besoin d'indications, comme un musicien pour l'exécution d'une œuvre, d'indications sur la hauteur de voix, et donc du coup, ici, cette utilisation détournée du point d'exclamation comme une marque d'intensité. On trouverait évidemment d'autres exemples. Georges Forestier a voulu montrer comment dans les premières éditions de Racine, est-ce que Racine lui-même en est l'auteur, c'est une autre question, de cette utilisation particulière de l'interrogatif comme une marque d'intensité, puisqu'on trouve parfois des points d'interrogation dans des phrases qui ne sont pas interrogatives, et à l'inverse, certaines phrases interrogatives n'ont pas de point d'exclamation. Donc ce serait un détournement parallèle à celui de Ronsard du point d'interrogation comme une marque d'intensité. Donc, du côté des auteurs, pour certains, la recherche d'une indication directement adressée aux voix et qui s'appuie sur les signes de ponctuation disponibles, même si il n'en veut pas la fonction de marqueur d'intensité. Du côté des auteurs aussi, une dimension moins didactique et plus ludique, qui est de jouer, un peu comme le percevait Melchor de Cabrera, sur les inversions de sens que produisent les signes de ponctuation.
Il y a dans la tradition poétique anglaise au XVIIe siècle de nombreux poèmes qui peuvent prendre des sens différents pour chacun des vers si le lecteur respecte une ponctuation qui est mise à la fin du vers ou dans le cours du vers. Mais plus encore, c'est sur la scène du théâtre que ces jeux avec la ponctuation sont investis de signification, soit dramatique, soit comique. Dans ce cas-là, cela suppose un contrôle de ces ponctuations qui produisent des inversions de sens, c'est-à-dire suppose que le manuscrit utilisé par les acteurs portait ces ponctuations indiquées avec force et sans que l'on puisse les modifier, que d'autre part, dans leur expression orale, les acteurs respectent avec les silences de la voix ces ponctuations et que finalement nous puissions les retrouver dans les compositions typographiques qui, elles aussi, ont respecté ces ponctuations. Alors, j'ai pris souvent deux exemples, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Un premier exemple, c'est évidemment l'exemple de la tragédie de Marlowe, Édouard II, dans laquelle elle est imprimée en 1598, et l'intrigue, vous le savez, c'est la tentative d'usurpation du trône par Mortimer, et il y a de là l'assassinat d'Édouard II. Et lorsque le roi est emprisonné, Mortimer, l'usurpateur, donne un billet à un de ses serviteurs, qui est Lightbourne, et qui est envoyé auprès du roi qui est emprisonné dans le château de Berkeley. Et sur ce billet, il y a seulement 6 mots en latin, Eduardum occidere nolite timere bonum est. Pas de ponctuation. Et donc, du coup, le sens du texte est délégué à celui qui lira. Parce que si il introduit une ponctuation après les 3 premiers mots, Eduardum occidere nolite, ne craignez pas, ne tuez pas Édouard, timere bonum est, il est bon de craindre. Et donc, du coup, c'est un billet qui interdit l'assassinat du roi. Mais si la ponctuation est placée après le 4e mot, Eduardum occidere nolite timere, ne craignez pas de tuer Édouard, bonum est, c'est bien. Évidemment, là, le billet devient un ordre d'assassinat. Et dans le jeu de Marlowe, c'est évidemment l'idée que l'assassin se cache, Mortimer, derrière celui qui a reçu la sentence latine et à qui sera imputée la mort du roi. Et donc on voit qu'ici, dans cette idée de la scriptio continua du latin, qui n'avait pas de ponctuation, se joue quelque chose qui est non seulement la vie ou la mort du roi, mais qui est aussi l'imputation, la responsabilité de cette décision. L'autre texte, qui est un texte spectaculaire, évidemment, c'est celui du songe d'une nuit d'été, lorsque les artisans viennent à la cour de Thésée pour représenter la pièce qu'ils ont montée, la comédie de Thyrame et Thisbé, et qui commence, comme on le faisait, par un prologue. Le prologue étant un texte qui doit capter l'attention ou la bienveillance des auditeurs. Et ce prologue, il est déclamé par l'un des artisans, qui est Quince. Et tout le jeu de tour de force de Shakespeare, c'est de rendre le fait que Quince, commettant de multiples erreurs dans la ponctuation du texte, c'est-à-dire en coupant par des silences les phrases, transforme ce qui devait être un texte de capture
de la bienveillance et d'hommage ou de louange en un texte qui devient pratiquement un texte d'insulte ou d'irrespect. C'est très difficile de le rendre dans une traduction parce que presque aucune traduction ne peut être exactement ce qu'est le texte shakespearien, c'est-à-dire le fait que sans changer un mot, un seul mot, la ponctuation qui devrait être et la ponctuation qui est celle donnée par Queen's introduisent des significations complètement différentes. Le début, la première phrase est la suivante. If we offend, it is with our good will. Point. That you should think we come not to offend, but with good will. Point. To show our simple skill, that is the true beginning of our end. Ce qu'on peut traduire, la première phrase, c'est « Si nous vous déplaisons, c'est notre intention. » Point. De vous montrer notre simple savoir-faire. Ne pensez pas que nous ne voulons pas le faire, car c'est notre intention. Point. De vous montrer notre simple savoir-faire, tel est de notre fin le vrai commencement. Et on voit que la ponctuation attendue, c'est-à-dire si les pauses n'avaient pas été mal placées, aurait été que si nous vous déplaisons, c'est notre intention que vous ne pensiez pas que nous voulons le faire, point. Car notre intention est de vous montrer notre simple savoir-faire, tel est de notre fin le vrai commencement. Et la mauvaise rupture crée l'inversion de la signification. Et donc ce jeu qui se poursuit tout le long du prologue dit par Queen's, qui est d'inverser un sens sans qu'un seul mot soit modifié, mais simplement par la mauvaise placement des pauses dans sa voix. Et dans les éditions du texte, des éditions anciennes, par ces ponctuations erronées, respectées par les compositeurs pour produire pour le lecteur le même effet comique ou un effet comique parallèle à celui qui est produit pour l'auditeur par les erreurs de ponctuation de Queen's. On voit donc qu'il y a là des enjeux qui sont exploités dramatiquement par Marlowe, comiquement par Shakespeare, quant à la matérialité du texte, c'est-à-dire quant aux formes données à sa ponctuation. Alors, pour conclure cette présentation d'ensemble, et la semaine prochaine, j'entrerai avec une analyse du texte de Las Casas, La destruction des Indes, dans une étude de cas, qui reprendrait ce cadre méthodologique et en même temps qui voudrait être une première illustration de ces histoires textuelles connectées, c'est-à-dire des circulations de textes à une échelle européenne, investies de sens différents selon les lieux et les moments de leur lecture ou traduction. Pour terminer pour aujourd'hui, je crois qu'on peut poser plusieurs questions importantes. La première question, c'est la question de cette signification, de ce dispositif particulier de la matérialité du texte qu'est la ponctuation. Faut-il penser que l'évolution historique sera au XVIIe siècle, à partir de la fin du XVIIe siècle, de substituer une ponctuation grammaticale et syntaxique qui s'éloigne de la voix à une ponctuation qui était une ponctuation fondamentalement d'oralité, qui indiquait les pauses, et avec les tentatives de certains, les intonations? Ou bien est-ce que l'on doit considérer qu'à la même époque, voire dans un même texte, on trouverait une permanente oscillation entre une ponctuation rhétorique, qui est celle qui marque la structure des périodes, qui donne les pauses, qui s'ajuste à ce que Étienne Dolet appelait l'haleine de l'homme, c'est-à-dire le souffle, et une ponctuation syntaxique qui identifie les articulations logiques du discours. Parfois, elles peuvent aller de pair, articulation logique et structure des périodes, mais elles peuvent aussi être disjointes les unes des autres. Et du coup, dès la Renaissance, dans le même texte, des oscillations, des vacillations entre ces deux types de
ponctuation. La deuxième question, c'est est-ce que les normes de ponctuation explicitées par des traités mais intériorisées par des pratiques peuvent être considérées comme, à un moment donné, relativement communes, ou est-ce qu'il ne faut pas considérer aussi, comme je l'ai fait pour le manuscrit d'auteur, la copie au propre ou le texte imprimé, que les différentes fonctions, les différentes destinations d'un même texte peuvent impliquer différents types de ponctuation. Et on a pu le montrer, par exemple, lorsque, cas rare, mais qui existe, on a retrouvé les manuscrits utilisés par certains acteurs du temps élisabétain et le même passage de cette part, puisque les acteurs ne recevaient pas la totalité du texte, mais simplement ce qui correspondait à leur rôle, la comparaison entre ce manuscrit qui a servi à l'acteur et le texte imprimé est évidemment des différences importantes dans les ponctuations, puisque l'une doit être entièrement pensée en rapport avec la déclamation des vers ou des lignes, et l'autre, évidemment, peut déjà être habitée par cette relation entre la syntaxique et l'oral. Ce sont là des questions qui amènent à une troisième et dernière, qui est le rapport entre la matérialité des textes et la matérialité des voix, si je peux dire, c'est-à-dire cette relation entre l'écrit et la voix, et qui va donner d'ailleurs au cours du XVIIIe siècle des situations assez curieuses de retour sur une oralité considérée comme perdue mais nécessaire, et du coup des traductions pour la ponctuation. On est très frappé de voir que dans la langue espagnole, qui, comme vous le savez, est la seule langue romane dans laquelle il y a des signes de ponctuation au début des phrases, c'est-à-dire point d'exclamation ou point d'interrogation, qui sont au début de la phrase et à la fin, ce qui paraît consubstantiel à la langue castillane et qui est en fait une introduction très tardive. C'est simplement en 1754 que la Ortografía de la Lengua Española de l'Académie royale, et dans sa deuxième édition, introduit cette idée que pour faciliter l'oralisation des textes, on introduira des ponctuations inversées, point d'interrogation et point d'exclamation, au début des phrases, ce qui permet à l'orateur, au lecteur, de placer correctement la voix au commencement même de son énonciation. Et c'est dans un même esprit que l'on voit encore plus tard, à la fin du siècle, Benjamin Franklin pensant à la fois aux lectures à haute voix dans les sociabilités domestiques et aux lectures à haute voix dans l'espace public de la des nouveaux États-Unis, qu'il pourrait être important de mieux guider les voix lectrices, aussi bien dans les sociabilités, ce qu'il appelle des little busy parties, que dans l'espace public de la rhétorique civique, de mieux guider la voix des lecteurs par non seulement introduire la technique, l'apprentissage de la technique de la lecture à haute voix dans le curriculum, mais aussi scolaire, mais aussi de prendre l'exemple des Spanish printers, des imprimeurs espagnols, et d'introduire en anglais les signes de ponctuation qui indiquent une exclamation ou une interrogation au début de la phrase, sous leur forme inversée, pour mener la voix correctement jusqu'à l'effet qui doit être produit d'exclamation ou d'interrogation. Donc on voit qu'il y a au XVIIIe siècle peut-être déjà cette forme d'une nostalgie pour une oralité perdue et qui pourtant est considérée comme essentielle pour la transmission des textes, tant le cas des sociabilités domestiques ou lettrées, et qui est considérée comme encore plus essentielle dans une théorie politique
qui essaye de réintroduire quelque chose de la cité grecque, où tous les citoyens se trouvent assemblés dans le même lieu, dans des nouvelles républiques où, évidemment, cette réalité est impossible, mais où elle peut être substituée par cette reproduction de l'oralité. Dernière remarque, aujourd'hui, dans ce premier cours, nous avons rencontré les auteurs et les lecteurs, et entre eux, les correcteurs, les compositeurs. On a là donc une matérialité du texte qui est référée à différentes parties prenantes. On pourrait y réintroduire, pour être plus près encore du terme publié à l'époque moderne, le rôle de ceux qui sont les éditeurs, ce qui n'est pas une chose aisée, puisque, comme on l'a montré, en particulier Henri Jean Martin, seulement au XIXe siècle va s'émanciper une fonction d'éditeur en termes de construction d'un catalogue, de dialogue avec les auteurs, d'affirmation d'une politique éditoriale. L'éditeur peut conserver une librairie, l'éditeur peut aussi être un imprimeur, mais la fonction, en tant que telle, s'émancipe de ces rôles. Dans l'époque dont j'ai parlé et dont je vais parler dans les cours prochains, évidemment, il n'y a pas cette autonomie de l'éditeur. Celui qui édite et celui qui mobilise des fonds pour publier un livre, ce peut être un imprimeur, comme dans la tradition des incunables et du XVIe siècle. Les grands éditeurs du XVIe siècle sont des imprimeurs, Aldemanus, Frauben, etc. Et à partir du XVIe et plus encore XVIIe, XVIIIe, les éditeurs sont les grands marchands libraires qui donnent à composer à un imprimeur, mais qui sont les éditeurs, puisque ce sont eux qui investissent les fonds dans la publication d'une œuvre. Il y a donc une première difficulté qui est liée à l'emploi du terme éditeur lorsque la profession n'existe pas, mais où la pratique existe, celle de l'édition attachée soit à l'imprimerie, soit à la librairie. Et très souvent, dans les traditions intellectuelles que j'ai évoquées, la tradition littéraire qui porte l'accent sur les auteurs, la tradition philologique qui porte l'accent sur les correcteurs, la tradition bibliographique qui porte l'accent sur les compositeurs, l'édition s'efface et le rôle des éditeurs. Et un des traits importants, me semble-t-il, dans ces dernières années de l'histoire du livre, de l'histoire des textes, de l'histoire des écrits, c'est de restituer leur importance à ces éditeurs, qu'ils soient imprimeurs ou qu'ils soient libraires, dans la mesure où ils définissent des politiques éditoriales qui vont identifier des orientations intellectuelles, idéologiques ou savantes. Et on pourrait aisément suivre des travaux qui se sont attachés à des éditeurs par exemple en Angleterre, Edward Blunt, qui était l'éditeur de la traduction de Montaigne et de la traduction du Quichotte, et qui définit une politique sur cette idée de donner à lire en anglais les nouveautés intellectuelles ou littéraires du temps, ou encore des éditeurs de théâtre qui peuvent aussi définir des politiques éditoriales visant des publics particuliers ou les créant et en même temps constituant des catalogues qui ont une identité, une homogénéité. Donc je pense qu'il est important de restituer cette figure de l'éditeur, même si elle n'est pas autonomisée, parce qu'elle définit des politiques éditoriales et finalement qu'elle participe aussi de cette définition de l'auteur. Qui est l'auteur d'un livre? Est-ce que c'est l'auteur du texte? Ou est-ce que c'est, comme le prétendaient certains de ces imprimeurs ou libraires éditeurs, celui qui met ensemble la textualité et la matérialité? Celui qui, comme Antoine Vérard, qui montrait dans Les Incunables parisiens qu'il publiait son portrait comme auteur, c'était le terme employé, est celui qui va réunir ce que aujourd'hui j'ai commencé par dissocier et ensuite de rassembler,
comme je le disais, le texte et le livre. Et en parallèle pourrait être imaginé avec le terme de autor en espagnol par rapport au théâtre, puisque le autor de comedias n'est jamais que le poète qui a écrit, ou le dramaturge qui a écrit la pièce, mais est celui qui donne l'organisation du spectacle, qui bien sûr dépend de la pièce, mais beaucoup plus que la pièce, avec l'allocation du lieu, avec la décision d'employer telle ou telle troupe, avec les décisions sur les costumes et les lieux scéniques, etc. Je crois qu'il y a là une réflexion possible sur les éditeurs comme auteurs, parallèle avec ces autores de comedias, et qui ajoute à la densité, la complexité de la tension que j'ai voulu aujourd'hui présenter comme étant en quelque sorte le cadre des études de cas et de textes qui vont suivre, et qui est écrire et publier, non pas comme une séquence nécessairement continue, de l'écriture à la publication, répartissant des tâches, définissant des traditions critiques, mais en montrant la complexité de cette relation entre l'écriture et la publication, parce que cette relation implique des auteurs qui peuvent se penser comme leur propre éditeur lorsqu'ils veulent contrôler la forme du texte, mais des éditeurs qui peuvent aussi se penser comme des auteurs parce qu'ils tiennent entre leurs mains la totalité des éléments qui composent un livre et qui ne se réduisent pas au seul texte écrit par l'écrivain. Donc la semaine prochaine, je crois que nous changerons de lieu, nous irons dans l'amphithéâtre un peu plus amène et humain qui est celui de Halbwachs, et comme je vous l'ai dit, je commencerai l'analyse avec un texte clé de la première modernité, particulièrement important aujourd'hui où il y a ce développement ou ce retour à une histoire plus globale, et qui est le texte de Las Casas sur la dénonciation des crimes perpétrés dans les Indes par les Espagnols, et qui a été un texte absolument fondamental pour la construction dès le XVIe siècle, dans toute l'Europe, lu dans différentes traductions, avec différents écarts, de la légende noire attachée à la monarchie catholique. Merci.